Voilà, bonjour à tous. Donc nous en sommes à notre deuxième semaine de cours où on va a priori détailler un petit peu plus aujourd'hui comment fonctionnent les chaînes de Markov. D'accord, donc je reviens sur l'agenda prévisionnel du cours. Je crois que j'avais bugué un tout petit peu la dernière fois en voyant qu'on passe du 23 au 2, mais c'était bien sûr, c'est pas une erreur, hein, donc tout ça est correct. Donc cette semaine on continue notre apprentissage des chaînes de Markov. On a vu la semaine dernière tout ce qui était l'introduction générale, des rappels de statistiques ou de probabilités. Et on va essayer donc de clôturer ces chaînes de Markov aujourd'hui. Donc normalement, vous devriez avoir environ 1h30, voire un tout petit peu plus de visualisation. Et directement après ça, je suis disponible à l'adresse LiveSize qui vous a été communiquée pour discuter donc de tous ces concepts s'il y avait des choses qui n'étaient pas encore tout à fait claires. Alors je reviens donc maintenant où on en était arrivé la semaine dernière. On en était arrivé à peu près ici. Je vais peut-être juste revenir sur les quelques faits importants qui nous intéressent. Donc on avait vu le problème de l'ivrogne, comme vous vous souvenez, qui est simplement un problème d'une personne qui marche et qui avance. On a vu qu'on pouvait représenter ça par un processus qu'on appelle un processus de Markov, dans le sens où la position de l'ivrogne en un instant donné ne dépendait que de sa position à l'instant précédent. Donc à l'instant précédent, soit il était déjà là et il n'a pas bougé, soit il était juste avant et il avançait de 1 vers la droite avec une probabilité de 0,4, soit il était dans la position suivante et il a reculé, qui était avec ce qui apparaît avec une probabilité de 0,1. Donc, ce dont je vous ai parlé, ce sont des générations de trajectoires de cet ivrogne, et puis on a discuté de la diffusion de la densité de probabilité, ou de la fonction de probabilité dans ce cas-ci, de la position de l'ivrogne. Et on a vu comment on pouvait la calculer par la théorie des probabilités. On a vu ensuite qu'avec la théorie des processus aléatoires, on a une version récurrente de l'évolution au cours du temps de la densité ou de la fonction de probabilité ici, qu'on peut utiliser. Et donc, en fait, on a simplement une espèce de masque qui correspond à cette récurrence, qu'il suffit de déplacer dans un tableau pour calculer la fonction de probabilité au cours du temps. Et donc, on a un système qui nous permet de faire ça de manière maintenant très très simple. Alors voilà, je m'étais arrêté là la semaine dernière en disant qu'on a, en toute généralité, une chaîne de Markov. C'est une chaîne donc, qui correspond à une séquence de variables aléatoires. Donc vous voyez, les xn, ce sont des variables aléatoires. Et la particularité la plus importante donc, de cette chaîne de Markov, c'est que la valeur qui est prise par la variable aléatoire ou par le processus aléatoire, disons, à l'instant n plus 1, okay, donc la valeur qui est prise, donc l'ensemble de toutes les valeurs qui peuvent être prises, ce sont tous les i indice k, disons, et la probabilité de voir apparaître une valeur à l'instant n plus 1 ne dépend que de la valeur qui a été prise l'instant tout juste avant, et pas de tous les autres. Donc c'est-à-dire que tous les arguments supplémentaires de cette densité de probabilité ou de cette fonction de probabilité conditionnelle, en réalité, donc, ne dépendent que de l'instant tout juste précédent. Alors cette fonction, qui est une fonction de probabilité conditionnelle, elle est tellement importante qu'elle a sa notation, et on la note Qn, c'est-à-dire à l'instant n, la probabilité de passer de l'état in à l'état in plus 1. Alors en deux mots, on a expliqué que si l'indice n disparaît là-bas, on avait une chaîne de Markov qui est une chaîne qu'on appelle homogène. La chaîne de Markov est homogène si, quel que soit l'instant considéré, la probabilité de passer de i à j est la même. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de fatigue de la part de l'ivrogne, ou de manière générale, il n'y a pas de modification dans le système dynamique qu'on est en train de regarder. Donc ces propriétés restent identiques ou constantes dans le temps. Si c'était une équation différentielle qu'on était en train d'étudier, on verra ça un petit peu plus tard, ça veut dire qu'on étudie une équation différentielle à coefficient constant, okay, qui constitue quand même la plupart des applications dans lesquelles on travaille. Ensuite, donc pour représenter une chaîne de Markov, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser son graphe. Ici, on a un exemple de graphe à 5 états. L'autre possibilité, c'est d'utiliser une matrice de transition. La matrice de transition est une matrice carrée. C'est une matrice qui est stochastique, donc elle doit être carrée, avec des entrées positives, et telle que la somme des valeurs sur chacune des lignes est égale à l'unité. Elle a autant de lignes, et a fortiori donc de colonnes, donc la taille de cette matrice correspond au nombre d'états dans la chaîne de Markov considérée.
Euh, voilà, je pense que ceci résume assez bien ce qu'on a vu la semaine dernière. J'ai encore introduit deux concepts. Donc le concept de distribution de probabilité initiale, donc pi 0, qui correspond à la probabilité de trouver à l'instant 0 les réalisations, si vous voulez, de la chaîne de Markov dans un certain état i. C'est la probabilité associée à chacun des états i à l'instant initial. Et donc le pi 0, dans l'exemple de l'ivrogne qui nous intéressait, était cet exemple-là. On avait une probabilité unitaire de le trouver à la position 0. Et puis au cours du temps, la probabilité de trouver l'ivrogne en un certain endroit évolue au cours du temps, et donc on va se retrouver avec des évolutions de probabilité. C'est ce qu'on appelle les distributions courantes. Alors, le problème est complètement résolu si on est capable de calculer la distribution courante à n'importe quel instant. D'accord? Donc le pi n. On verra ça dans un instant. Comme c'est indiqué ici, c'est imprécisé. Alors, donc une chaîne de Markov, elle est entièrement caractérisée par sa densité de probabilité conjointe. Et ça, c'est vrai, quel que soit l'ensemble de variables aléatoires qu'on est en train de considérer. Si on a deux variables aléatoires, x et y, c'est ce que j'aurais rappelé dans les rappels donc, de la semaine dernière, les deux variables aléatoires x et y sont parfaitement déterminées à partir du moment où on connaît leur densité de probabilité conjointe. Il n'y a pas d'informations supplémentaires ou plus importantes ou plus utiles pour ces deux variables aléatoires. Donc si on a n variables aléatoires, il nous faudrait donc idéalement la densité de probabilité conjointe de ces n variables aléatoires. C'est une fonction dans un espace de dimension n qui n'est pas spécialement donc évident à imaginer ou à représenter. Ou même à digitaliser, à numériser ou à traiter à l'aide d'un ordinateur. Alors, par contre, si c'est une chaîne de Markov, on va voir en fait que cette densité de probabilité conjointe, on va pouvoir la simplifier. On va pouvoir l'exprimer uniquement en fonction de Q et de pi0, c'est ce qu'on appelle la propriété de factorisation. Alors, pour commencer, si on regarde simplement la densité de probabilité conjointe entre deux états, entre l'état 0, entre l'instant 0 et l'instant 1. Je vais peut-être rajouter une page s'il fallait ajouter des détails. Voilà, donc si on regarde la densité de probabilité entre ces deux états-là, la probabilité d'avoir conjointement x0 égale à i1 et x1 égale à i1, probabilité de 1 et b, c'est égal à la probabilité, théorème de Bayes, de a si b fois la probabilité de b. Donc c'est la probabilité de voir apparaître l'état I1 à l'instant 1, sachant qu'on était dans l'état I0 à l'instant 0, multiplié par la probabilité qu'on était dans l'état I0 à l'instant 0. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître, bien ici, c'est rien d'autre que la distribution de probabilité initiale. Et ici, on a la matrice de transition qui va nous faire passer de l'état I0 à l'état I1 à l'instant tout juste suivant. D'accord? Donc on a réussi à exprimer la densité de probabilité conjointe entre les valeurs des variables, ou si vous voulez les valeurs de la fonction aléatoire aux deux premiers instants. On a réussi à exprimer donc cette densité de probabilité conjointe uniquement en fonction de la densité de probabilité initiale, en jaune, le pi0, et la fonction de transition ou la matrice de transition, Q. Alors on peut aller voir plus loin, je vais le faire maintenant pour 3 états, on essaiera de généraliser à n états dans un instant. Donc si je veux calculer la probabilité qu'on se trouve à la fois à l'endroit I2 à l'instant 2, et, je vais mettre une virgule pour être cohérent dans les notations, et à l'endroit I1 à l'instant 1, et à l'endroit I0 à l'instant 0, bien c'est une probabilité de A et B. Donc c'est la probabilité que on se trouve à l'endroit I2 à l'instant 2, sachant que
aux instants précédents, on était en I1 et en I0, multiplié par la probabilité qu'on se trouve à l'endroit I1 à l'instant 1 et à l'endroit I0 à l'instant 0. Alors celle-là, on vient tout juste de la calculer. C'est ce qui est représenté en tête de page ici. Donc c'est pi0 de I0, pi0 de I0, multiplié par la probabilité transitionnelle de passer de I0 à I1 en un pas. Et l'autre, c'est quoi? Alors l'autre, par définition, donc si on vous demande de démontrer ceci et de justifier, car c'est une chaîne de Markov, donc ça ne dépend pas de l'argument x0, i0, ça c'est la définition de base de la chaîne de Markov, que j'ai rappelé au début du cours, c'est ce qui est représenté ici en tête de l'IA, par cette relation-là. Nettoyer un petit peu. Et donc on obtient pour ceci, finalement c'est la probabilité que x2 soit égal à i2, sachant que x1 est égal à i1, mais c'est rien d'autre en fait que la probabilité de passer donc de l'état i1 à l'état i2. À l'instant 2, mais si la chaîne est homogène, d'accord, on suppose ici que la chaîne est homogène, évidemment je note simplement la fonction q. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a pi0 de i0, je vais les remettre dans l'ordre, q de i0, i1, q de i1, i2. Et vous voyez que si je le note sous cette forme-là, j'ai le produit de pi0 de i0, enfin le produit pour k égale à 1 jusqu'à n, des qk-1 ik. Alors on peut faire une récurrence, si on admet que la propriété est vraie pour n, alors on peut démontrer qu'elle est vraie pour n plus 1. Bon, la démonstration de la récurrence est immédiate sur base de ce que je viens de faire. On peut regarder ce que la récurrence donnerait si je remplace maintenant n par n plus 1, donc la probabilité. Je voudrais donc démontrer que la probabilité de x n plus 1 égale i n plus 1, etc., jusque x0 égale i0. Je voudrais montrer que ça, c'est égal à pi0 de i0, fois le produit pour k égale à 1 jusque n plus 1. Je remplace simplement tous les n par n plus 1 là-dedans. Des q, i, k-1, ik. Alors on doit prendre pour acquis donc la récurrence pour une certaine valeur de n, donc c'est l'équation qui se trouve là-bas, on va la prendre vraie. On vient de toute façon de vérifier qu'elle était valable quand n est égal à 1 et quand n est égal à 2. On voudrait juste montrer maintenant qu'elle est valable quelle que soit la valeur de n. Donc on assume qu'elle est valable pour n, et on va montrer que l'équation est donc valable pour n plus 1. Donc ici au membre de gauche, on a de nouveau une probabilité de a et b, c'est tout le reste. Donc on peut développer exactement comme on vient de le faire juste avant A et B. On peut développer ceci et on obtient donc une probabilité que xn plus 1 est égal à in plus 1, sachant que xn est égal à in, xn-1 est égal à in-1, etc., x0 égale i0, multiplié par la densité de probabilité conjointe xn-1, i égale in-1, etc., jusque x0 égale i0. Alors ceci, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, étant donné que c'est une chaîne de Markov, ça ne dépend pas de tout ceci. On récupère à gauche q de passer de in à in plus 1.
Et étant donné qu'on a assumé que la relation de base de la récurrence était valable, on voit ici qu'on obtient l'expression donc de pi0, i0, le produit pour k égale 0 jusqu'à n uniquement, dq, ik-1, ik. Et ceci s'écrit exactement, donc finalement on peut incorporer le q si vous voulez dans le produit, c'est écrit exactement sous la forme qui nous intéresse, n plus 1, q, ik-1, ik. Pour quelle raison? Parce que quand on remplace k par n-1 dans l'expression ici, eh bien on voit qu'on récupère le facteur qui nous intéresse. Ok, donc on vient de démontrer cette récurrence. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la densité de probabilité conjointe, maintenant, entre tous les états visités par la chaîne de Markov, elle s'exprime uniquement en fonction de la densité de probabilité initiale, ou la fonction de probabilité initiale, quand on a une variable discrète, et la matrice de transition Q. Ok, donc ça c'est excessivement important, ça veut dire que cette fonction qui a l'air d'être excessivement compliquée, parce qu'elle est représentée dans un espace de très grande dimension, en fait elle s'exprime à partir de deux choses qui sont relativement simples. Alors on peut se poser ensuite une question suivante qui est à quoi pourrait ressembler la matrice de transition en plusieurs étapes? Donc la matrice de transition, on suppose qu'elle est homogène, QIJ, elle représente la probabilité de passer de l'état I à l'état J en une étape. Quelle serait maintenant la probabilité de passer de l'état I à l'état J en deux étapes? Donc je le note Q, et c'est pas vraiment une puissance, je le note en exposant 2, donc c'est simplement pour indiquer que on passe de I à J en deux étapes, ou bien en n étapes. Ok, donc ça c'est la question qu'on pourrait se poser. Alors on va essayer de développer tout ceci ensemble. Donc exemple. Donc ce qui m'intéresse ici pour le moment, c'est la probabilité par exemple de passer que x2 soit égal à i2, sachant que x0 est égal à i0. Et ça, c'est une somme. C'est une somme sur toutes les valeurs qui peuvent être imaginables pour i1. Probabilité que x2 soit égal à i2, sachant que x1 est égal à i1 et x0 est égal à x0, multiplié par la probabilité que x1 soit égal à i1. Ok, donc ce que j'ai fait ici, mais je regarde simplement, j'ai morcelé, si vous voulez, la probabilité que je dois calculer. Je dis simplement que si je regarde toutes les valeurs de x1 qui sont possibles, toutes les valeurs qui peuvent être prises par x1, y compris donc chacune des valeurs i1 qui est variable ici, et je vais regarder la probabilité que chacune des valeurs de x1 puisse être obtenue. Je fais une somme sur toutes les valeurs possibles qui peuvent être prises par x1, et puis je vais utiliser cette probabilité-là pour pondérer la probabilité qui m'intéresse, qui est celle que je veux calculer. Et donc je la conditionne à x1 égale à i1. Ok, donc étant donné qu'il s'agit d'une chaîne de Markov, toujours le même argument, ceci disparaît. Qu'est-ce que je vois apparaître? Je vois apparaître ici la somme pour i1 la probabilité que... j'ai oublié évidemment ici, sachant que le x0 égale à i0, hein, c'est une condition, donc elle doit rester. C'est une condition qui est là, elle est présente, elle est valable sur tout. D'accord, donc je dois la conserver partout. Si vous voulez, peut-être juste encore en guise de détail, je vais l'écrire ici en gris, parce que finalement c'est la propriété qui m'intéresse. La probabilité que x2 se trouve en i2 est égale à la somme sur i1. Probabilité que x2 se trouve en i2, sachant que x1 était en i1, fois la probabilité de trouver x1 en i1.
Ok, c'est peut-être par là que j'aurais dû commencer, parce que cette relation-là, elle est simple, on la comprend très bien. Et maintenant, ce qu'il suffit simplement de faire, donc, c'est de la conditionner à x0 égale i0. Donc j'ajoute la condition x0 égale à i0 partout. Et on obtient donc la relation qui se trouve là au-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit la probabilité de passer de I1 à I2. Et là, on voit la probabilité de passer de I0 à I1. Et ça, c'est quoi? Donc une somme pour I égale 1 jusqu'à toutes les valeurs possibles de I1. Donc si on a un processus à n états, ou bien par exemple à 5 états, on a une somme pour I égale 1 jusqu'à 5, des Q I1, I2, et Q de I0, I1. En fait, c'est rien d'autre qu'un produit matriciel. Donc, vous voyez que ici, si je note donc cette relation-là, la probabilité de transiter en deux étapes de I0 à I2, je vais simplement avoir que la probabilité de transiter en deux étapes de I0 à I2 est égale à la matrice Q carré. Ceci, c'est le résultat d'un produit matriciel. Donc c'est comme calculer d'abord la matrice Q carré et puis évaluer l'élément I0, I2. Ok, donc ma notation n'était pas tout à fait, elle n'était pas tout à fait aberrante. Quand je vous disais que le petit exposant 2, entre parenthèses ici, indiquait que je regardais une transition en deux étapes, en réalité, on se rend compte que pour calculer la matrice de transition en deux étapes, il suffit de prendre la matrice de transition en une étape et l'élever au carré. Ça veut dire que si je reprenais le petit exemple introductif, dont la matrice de transition est représentée ici à gauche, et qui nous disait par exemple, pour passer de l'état 1 à l'état 2, on avait une probabilité unitaire. Pour passer de l'état 2 à l'état 2, on avait une probabilité de 0,2, etc. Bien, si on regardait maintenant, donc ça c'était les transitions en une étape. Si on regarde maintenant les transitions en deux étapes, donc on réalise deux coups l'un puis l'autre, et on calcule par exemple la probabilité de passer de 1 à 1. Mais évidemment, c'est possible de passer de 1 à 1. Je vais peut-être recopier le graphe de la chaîne. En petit ici, voilà. Bien sûr, c'est possible de passer de 1 à 1, parce que partant de 1, à coup sûr, on va vers l'état numéro 2, et là, on a une probabilité de 0,4 de revenir vers l'état 1. D'accord? Donc, en deux coups, on a une probabilité 0,4 de revenir, de passer de 1 en 1, donc de partir de l'état 1 et d'y revenir. Ok, on peut analyser les autres, on pourrait regarder par exemple, c'est un peu plus compliqué, mais 1, 2, 3, 4, on pourrait regarder de 4 à 2. Quelle est la probabilité de passer de 4 à 2? Si on part de 4, il y a une probabilité 0,4 pour arriver à 3. Et encore une probabilité 0,5 de passer à 2, étant donné qu'on a des incréments indépendants. On a donc une probabilité de 0,4 fois 0,5, c'est-à-dire 0,2, de passer de 4 à 2 en deux pas, en deux étapes. Ok, alors bien sûr, on peut de nouveau généraliser. On peut généraliser en disant que la matrice de transition en n étapes, Qn, est égale à la nème puissance de la matrice de transition en une étape. Ok, la démonstration que je viens de faire reste bien sûr valable, quelle que soit la valeur de n, et ça se démontre de nouveau par récurrence. Je viens de vous démontrer que la relation était vraie pour n est égal à 2, bien pour n est égal à 3. Je vous le laisse en guise d'exercice, mais il suffirait donc de calculer Qn plus 1 de I0 à In plus 1 et de démontrer que la propriété de factorisation est valable. Ok, alors ensuite on peut aborder la question maintenant de la distribution courante. Mais la distribution courante maintenant, Pn. Pn c'est quoi? Pn de In, c'est la probabilité que la valeur du processus aléatoire à l'instant n soit égale à In. Bien, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser le même procédé que ce qu'on a utilisé préalablement.
donc on va simplement utiliser la même chose que ceci, et on va conditionner ça à toutes les valeurs possibles de I0. Donc je vais regarder une somme sur toutes les valeurs possibles de I0, les probabilités que xn soit égal à in, sachant que x0 est égal à i0, fois la probabilité que x0 est égal à i0. Et alors là, donc, qu'est-ce qu'on a? On a une somme pour i0, des transitions en n étapes, je l'indique quand même entre parenthèses, mais on sait bien que c'est égal à q à la puissance n, de passer de i0 à in, multiplié par la fonction de probabilité initiale en i0. Ok, et là, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit qu'on n'a rien d'autre qu'un produit d'une matrice et d'un vecteur. Et donc, si on les note comme ceci, pi n, je vais essayer de garder les mêmes notations, est égal à pi 0 fois q à la puissance n. Et donc, on a une matrice ici de dimension n fois n, avec n le nombre d'états. Par exemple, 5 états dans l'exemple que j'avais utilisé. Et pi est un vecteur. Attention que c'est un vecteur horizontal, c'est pas un vecteur vertical. Voilà. Donc c'est peut-être un peu atypique. Si maintenant vous voulez le transposer, évidemment vous pouvez le transposer, il n'y a pas de souci. Là vous avez un vecteur n fois 1 est égal à q transposé à la puissance n, pi 0 transposé. Ok, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. C'est de l'algèbre de base, donc si vous préférez travailler avec des vecteurs qui sont des vecteurs colonnes, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Vous avez donc la possibilité de transposer. Les vecteurs colonnes sont peut-être parfois plus utiles dans MATLAB, enfin je sais pas très bien, ça dépend beaucoup des prédispositions de chacun, des habitudes de chacun. Ok, et donc, tout ça pour dire quoi? C'est quand même exceptionnel. Vous avez vu qu'en fait, pour calculer donc, la densité de probabilité en un instant n, comme par exemple la densité de probabilité après 9 pas de temps, ici à droite, la densité de probabilité après 9 pas de temps, ou la fonction de probabilité après 9 pas de temps, eh bien on l'obtient simplement en faisant la fonction de probabilité à l'instant initial, multipliée par la 9e puissance de la matrice de transition. Et donc en fait, on n'a plus besoin de passer, contrairement à ce que j'expliquais plus tôt, on n'a plus besoin de passer par toutes les lignes au cours du temps, et on peut facilement, grâce à cette propriété de chaîne de Markov, on peut très facilement passer d'un instant, comme l'instant initial, à un instant courant, comme l'instant, par exemple, n est égal à 9. Ok, donc ça, c'est évidemment c'est excessivement important, parce que si on veut savoir ce qui se passe sur le long terme, on n'est pas obligé de simuler l'entièreté de la diffusion de cette fonction de probabilité. Exemple, voilà pi 0 ici, la distribution de probabilité initiale. J'initialise la même chaîne de Markov avec une distribution de probabilité uniforme. Vous voyez qu'on a une probabilité 0,2 de se trouver dans chacun des états. Donc j'ai initialisé la même chaîne de Markov, donc représentée ici sur le graphe. Je l'ai initialisée de façon uniforme dans chacun des états. Et puis on voit qu'au cours du temps, on peut calculer pi 1, et puis pi 2, etc., etc. Et là, on est à pi 10. Alors, on a une particularité, c'est que vous voyez que la probabilité de se trouver dans les premiers états, elle est relativement faible, et puis à un moment donné, la probabilité de se trouver dans l'état 5, elle commence à devenir relativement grande. Bon, là, on est encore qu'à 0,75 peut-être, ou on est en dessous de 0,8, on dirait, mais dirait-il qu'elle a l'air d'augmenter. Et pourquoi est-ce qu'elle augmente? C'est assez logique. On en avait parlé la semaine dernière, l'état numéro 5 est absorbant. Et donc ce qui se passe, c'est que si je regarde maintenant différentes trajectoires ou différentes simulations de ce processus aléatoire, on voit qu'on l'initialise dans différents états. Par exemple, vous voyez, le jaune est initialisé ici, le vert aussi, le bleu foncé il est initialisé là, le rouge est initialisé ici. Là, on a juste 4 trajectoires différentes. Ça évolue au cours du temps dans les différentes trajectoires. Et puis à un moment donné, ce qui se passe,
c'est qu'on finit par être absorbé par l'état 5. Et quand on est absorbé par l'état 5, on y reste et on ne bouge plus. Ok, c'est le principe de l'état absorbant. Et donc on passe un certain temps avant d'arriver vers l'état absorbant, et plus le temps qui passe est important. Vous voyez qu'ici, je regarde pi 10, donc on est seulement au 10e laps de temps. Mais si je vais regarder pi 40, pi 100, pi 200, il y aurait une probabilité de se trouver dans l'état 5, qui est beaucoup plus élevé. Ok, c'est précisément, par exemple, les états absorbants correspondent par exemple précisément à une ruine. Quand on étudie une pièce mécanique qui est sollicitée par une action qui est aléatoire, on évolue comme ça sur un graphe de Markov, et puis à un moment donné, la ruine apparaît et on ne peut plus revenir en arrière. On reste dans un état qu'on appelle un état absorbant. Et la question, c'est de savoir après combien de temps on a une certaine probabilité de se trouver dans cet état absorbant, c'est-à-dire que la ruine irréversible soit atteinte. Okay, simplement, c'est pour essayer de faire un lien entre l'exercice ici et les applications pratiques. Si on n'avait pas initialisé avec une distribution initiale uniforme, mais si on avait initialisé avec une distribution initiale déterministe dans l'état 1, qu'on part systématiquement de l'état 1, mais ça va mettre un petit peu plus de temps pour converger vers un état où on se trouve essentiellement dans l'état numéro 5. Vous voyez qu'après 10 pas de temps, la probabilité de se trouver dans le 5 est plus petite que la probabilité qu'on avait là-bas. Mais si on continuait d'avancer, en fait, on convergerait vers quelque chose qui est tout à fait similaire et qui est, mais vous l'avez compris, égal à 0, 0, 0, 0 et 1. Ça, c'est quand n tend vers l'infini. Ok, on va discuter ceci un peu plus en détail, l'existence, l'unicité d'une distribution qu'on va appeler stationnaire, qui correspond à ce qui se passe quand on attend très longtemps. Je ne vais pas tellement discuter ceci, mais c'est une condition, une conséquence immédiate de la relation qui est là-bas. Donc au lieu de vous démontrer la relation πn depuis l'instant π0, comme je l'ai fait ici, πn depuis l'instant π0 que j'ai utilisé là-bas, depuis l'instant x0, eh bien on pourrait le faire à partir de n'importe quel instant antérieur, donc n'importe quel instant k au lieu de 0. Ça revient exactement au même, hein. La démonstration est la même, avec un petit peu peut-être moins d'intérêt. Bon, alors, avant de discuter de la notion de stationnarité, qui est un des points importants qui va nous intéresser, je vais discuter de la notion de variance, ou d'invariance. Alors pour faire ça, j'ai pris 3 petits exemples relativement simples, de manière à avoir des chaînes de Markov qui soient minimalistes et avec lesquelles on peut travailler de façon simple. Alors je vais les initialiser systématiquement dans l'état A, ce qui veut dire que π0 est égal à 1, 0. Donc on a une probabilité à l'instant initial de se trouver unique, de se trouver dans l'état A, et une probabilité égale à 0 de se trouver dans l'état B. La première chaîne de Markov qu'on étudie est celle qui est représentée ici. Quand on est dans l'état 1, on a une probabilité 1,5 d'y rester, et une probabilité 1,5 de quitter A et d'aller vers B. Vous voyez que la somme de ces deux nombres est égale à 1. Sur la matrice de transition, la somme des deux nombres est égale à 1. Quand on est dans l'état B, on a une probabilité 0,25 d'aller vers A et 0,75 de rester dans B. Vous voyez que la somme des deux valeurs ici est égale à 1. Ok, donc on a bel et bien affaire à une chaîne de Markov, elle est bien posée. Si on vous demande de tracer un graphe d'une chaîne de Markov, il faut évidemment s'assurer que la somme des probabilités assorties à chacune des transitions qui émanent d'un état est bien égale à 1. Pareil, si vous le représentez sous forme d'une matrice de transition, vérifiez que la somme des valeurs dans chacune des lignes de la matrice soit bien égale à 1. Alors ce qu'on voit à droite, c'est une trajectoire de ce processus aléatoire que j'ai simulé, en commençant donc en l'initialisant dans l'état A, et puis à chaque instant, j'ai utilisé les probabilités transitionnelles pour voir où la chaîne de Markov pouvait évoluer. Et donc ça nous donne quelque chose qui passe de A à B
avec un petit peu plus de temps passé dans l'état B. Vous voyez qu'on est plus souvent au-dessus qu'en dessous. Et c'est assez logique. Pour quelle raison? Parce que la probabilité d'aller de A vers B, elle est de 1,5. Mais par contre, quand on est dans B, la probabilité de revenir vers A, elle n'est que de 0,25. Donc on a tendance à rester plus longtemps vers B. On pourrait essayer d'imaginer sur une réalisation, sur une trajectoire comme ça suffisamment longue, la fraction du temps passé dans A par rapport à la fraction du temps passé dans B. Ok, on discutera de ça tout à l'heure. La deuxième, elle est un peu particulière. Les deux autres sont un peu particulières, on les utilisera peut-être un tout petit peu moins. La deuxième, on voit qu'en fait, elle est périodique. Donc on passe systématiquement de A à B. Donc quand on commence de A, on va vers B. Et quand on est dans B, systématiquement, on retourne vers A. En fait, on a une chaîne de Markov qui est périodique, mais en réalité, elle n'est pas vraiment aléatoire non plus. On a plutôt une chaîne de Markov qui a dégénéré dans ce cas-là vers un processus qui est un processus déterministe, dans le sens où on a une alternance, et si on connaît l'état dans lequel on démarre, en l'occurrence ici A, alors on a une probabilité unitaire de connaître la position ou l'état visité par la chaîne de Markov en n'importe quel instant du futur. Donc ça veut dire effectivement que c'est bel et bien déterministe. C'est pareil pour le troisième cas, où si on initialise la chaîne dans l'état A, alors on y reste tout le temps. Et donc en fait on voit qu'on ne peut jamais atteindre l'état B. Alors donc nous, ce qui nous intéresse, c'est discuter l'existence d'une distribution invariante. Donc quelle serait la forme de pi infini, qui est la limite quand n tend vers l'infini de pi n. Sachant que pi n, la limite donc quand n tend vers l'infini, de pi 0, q à la puissance n. Voilà, alors dans chacun des cas, on va avoir dans les trois cas qui sont représentés ici, on aura des solutions qui sont différentes. Ici, on a une chaîne qui est périodique. Et ici, on a une chaîne qu'on va appeler réductible. Je vais discuter ces détails un petit peu plus tard. Vous voyez que par exemple, dans le troisième cas, si au lieu d'initialiser... oui, donc de toute évidence, ici, quand on est dans l'état A, on reste dans A. Donc ça veut dire que pi infini est égal à 1, 0, si pi 0 égale à 1, 0. Puisqu'on reste systématiquement dans l'état A. Par contre, pi infini est égal à 0, 1, si pi 0 est égal à 0, 1. Et pi infini, par contre, peut être 1, 0 ou 0, 1 si on initialise la chaîne de manière aléatoire entre A et B. Donc vous voyez que l'existence est à discuter, mais l'unicité aussi est à discuter. Quand on a une chaîne qui est ce qu'on appelle réductible, je vais revenir dans un instant à la notion de réductibilité, la solution n'est pas nécessairement unique. Le problème d'une chaîne périodique est qu'on n'a pas spécialement de convergence. Et par contre, le premier cas est le cas d'une chaîne qui est tout à fait générale, qui est irréductible et apériodique, et pour laquelle on a un et un seul pi infini. Et qui traduirait par exemple la fraction de temps passé dans l'état A et la fraction de temps passé dans l'état B, comme je le disais tout à l'heure. Alors voilà, donc si je reprends précisément donc l'exemple numéro 1, pi n est égal à pi 0 fois q à la puissance n, et donc en fait pour que la distribution se stabilise, c'est-à-dire converge vers une valeur donnée, il faut et suffit que la matrice de transition en plusieurs étapes converge vers une valeur limite lorsque n tend vers l'infini, et donc que cette limite soit unique et existe. Exemple, si je prends par exemple q à la puissance 6, donc si je reprends la matrice de transition qui est donnée ici, et que je l'élève à la puissance 6, on obtient quelque chose qui est proche de 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Et si je l'élève à la puissance n, j'obtiens précisément, quand n tend vers l'infini, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Et alors donc là, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une distribution de probabilité qui est la distribution de probabilité invariante. Donc une distribution de probabilité, elle est dite invariante ou stationnaire lorsque pi s est égal à pi s fois q. Je peux peut-être d'abord vous convaincre d'autre chose, c'est que pi n, la limite quand n tend vers l'infini, de pi n, qui est égal à pi 0 fois la limite
quand n tend vers l'infini de Qn. Je le prends pour cet exemple-ci. La limite est finie et elle existe, donc on aura pi 0. Pi 0, je vais le représenter simplement comme pi a et pi b, en admettant qu'on l'ait pi a, pi b, en admettant qu'on est initialisé avec une certaine probabilité dans a et b, d'accord? Donc pi a plus pi b est égal à 1. Et dans l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que c'était 1 et 0. Là, je généralise, je dis pi a, pi b. 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Et donc on va avoir ici pi a plus pi b sur 3, sur 3, et 2 tiers de pi a plus pi b. Ça, c'est la distribution après un laps de temps très important. Mais pi a plus pi b, c'est 1. Donc en fait, on a 1 tiers et 2 tiers. Et ça, c'est pi infini. Et donc on voit qu'en fait, le pi infini n'est rien d'autre que chacune des lignes de la matrice Q à la puissance n quand n tend vers l'infini. Et ça, c'est ce qu'on va appeler donc la distribution stationnaire. La distribution stationnaire, elle a aussi une autre propriété, c'est que pi s est égal à pi s fois q. Pour quelle raison? Parce que si on est déjà sur une distribution stationnaire à un instant donné, alors évidemment l'instant suivant, on sera aussi sur la distribution stationnaire. Donc si la chaîne est initialisée selon une distribution stationnaire, la distribution va rester inchangée. De nouveau, je peux vous montrer l'exemple. Pour la chaîne de Markov qui nous intéresse ici, si je dis pi s égale 1 tiers, je ne vais pas l'appeler pi s tout de suite, je vais dire pi 0 est égal à 1 tiers, 2 tiers, et je vais calculer pi 1. Donc pi 1 est égal à pi 0 fois q, donc c'est-à-dire 1 tiers, 2 tiers, multiplié par q. Alors q, c'est quoi? C'est 1 cinquième, 0,505 et 0,25, 0,75. Donc en résultat, ça nous fait quoi? Ça nous fait 1 fois 0,5 plus 2 fois 0,25, donc ça nous fait de nouveau 1 tiers. 1 fois 0,5 plus 2 fois 0,75, ça fait 2 tiers. Et vous voyez qu'en fait, pi 1 égale à pi 0. Donc c'est-à-dire que la probabilité, si on initialise la chaîne de Markov en disant que la probabilité de le trouver dans l'état A est égale à 1 tiers et celle de le trouver dans l'état B est égale à 2 tiers, alors on se rend compte que l'instant juste après, on aurait exactement la même probabilité. Et si c'est vrai l'instant juste après, c'est vrai l'instant encore suivant, et c'est vrai encore l'instant et tous les instants suivants. Et c'est la raison pour laquelle on appelle ça une distribution invariante ou stationnaire. Ça veut dire que si on initialise la chaîne de Markov dans cette distribution, alors la distribution courante ne changera pas au cours du temps. Pi n égale à pi 0 pour tout n positif. Ça, c'est la propriété de la distribution stationnaire. Et donc sa définition, c'est que pi s est égal à pi s fois q. Et qu'est-ce qu'on retrouve là comme formalisme? On retrouve rien d'autre que le formalisme d'une valeur propre, puisque pi s, c'est pi s fois la matrice identité, égale à pi s fois q. Si on ramène tout aux membres de droite, on va avoir pi s fois q moins i égale 0. Et donc en fait, on va voir ou déterminer que pi s correspond au vecteur propre de la matrice q. Donc une manière relativement simple de calculer les pi s reviennent à assurer que le déterminant de q moins i est égal à 0. Ok, je vous renvoie vers vos cours d'algèbre pour faire le lien avec ceci. Vecteur propre à gauche. Attention que la matrice Q n'est pas une matrice hermitienne, elle n'est pas symétrique.
et donc les vecteurs propres à gauche ne sont pas les mêmes que les vecteurs propres à droite. Ok, donc avec ceci, je viens de discuter l'idéal des cas, ou le cas idyllique dans lequel la limite qu'on pourrait calculer ici, qui est la limite quand n tend vers l'infini de q puissance n, existe et est finie, et correspond à une valeur qu'on pourrait noter q infini. C'est lié aussi à la décomposition spectrale de la matrice Q. Je n'ai pas beaucoup de temps pour rentrer dans ces détails-là, mais c'est peut-être des choses que vous pouvez explorer ou en tout cas connecter avec vos cours d'algèbre. Alors, une chaîne de Markov, elle est dite irréductible si la probabilité d'atteindre l'état I2 partant de I1 est non nulle, quel que soit I1 et quel que soit I2. Donc c'est-à-dire qu'il existe toujours un accès à tous les états de la chaîne de Markov, quel que soit l'endroit d'où on part, et même avec une probabilité très petite, et même avec des états intermédiaires. C'est-à-dire que tous les chemins du graphe représentant la matrice de transition doivent offrir la possibilité d'aller de n'importe quel état vers n'importe quel autre état. Donc, est-ce que la chaîne représentée dans l'exemple 3 ici est irréductible? Bien sûr que non, parce qu'il n'est pas possible de passer de l'état A à l'état B, et vice-versa de l'état B à l'état A. À partir du moment où la chaîne il n'est pas possible de passer de n'importe quel état à n'importe quel autre état, même avec une probabilité très petite, la chaîne alors est dite réductible. Elle n'est pas irréductible. Idem, dans l'exemple qu'on a étudié préalablement, est-ce qu'il est possible de passer de l'état 5 à n'importe quel autre état? Non, parce que quand on est dans l'état 5, on ne peut pas passer dans l'état 4, ni dans l'état 3, ni dans l'état 2. Ok, donc on dit que deux états communiquent. Deux états I1 et I2 communiquent si l'état I1 est accessible à partir de l'état I2 et inversement. Ok, voilà encore un autre exemple. Ceci, évidemment, c'est une chaîne qui est réductible. Elle n'est pas irréductible. Pour quelle raison? Parce qu'il est impossible de passer de C à B ou de B à C. Donc c'est-à-dire que si la chaîne est initialisée dans un des deux états A ou B, bien au cours du temps, au cours des réalisations ou de l'évolution dans la trajectoire de la chaîne qu'on est en train de regarder, on va rester cloisonné uniquement à ces deux états A et B. Il n'y a pas de communication jusque l'état C. En revanche, s'il existe une probabilité, même aussi petite soit-elle, de pouvoir communiquer avec l'autre état, on dit que la chaîne est irréductible. D'accord? Et vous voyez qu'effectivement ici, dans une des réalisations, momentanément, on est passé dans l'état C et puis on est revenu. Donc c'est-à-dire que tous les états sont visités si on attend suffisamment longtemps. Okay? C'est ça qu'on appelle une chaîne irréductible. Donc dans une chaîne irréductible, tous les états sont visités lorsque n tend vers l'infini et quelle que soit la façon dont ça a été initialisé, donc quelle que soit la distribution de probabilité initiale. Voilà encore un autre exemple. La réponse elle est là, elle est sur la dia suivante. Dans cet exemple-là, on a on appelle ça des classes irréductibles. On a la classe AB. Normalement, c'est une question que je vous pose, je vous laisse réfléchir, mais ici, la réponse, elle apparaît directement sous les yeux. On a la classe C et on a la classe D. Pourquoi est-ce qu'on a trois classes séparées ou trois classes irréductibles? Parce que vous voyez que, même exemple que l'exemple de notre état absorbant, D est un état absorbant à cause de ceci. Donc il est impossible, quand on initialise la chaîne dans l'état B, il est impossible de repasser vers les autres états. D'accord? Donc D est une classe à part. Elle est séparée. Tous les états absorbants forment toujours des classes séparées et irréductibles.
Ensuite, on voit que il était impossible, quand on est dans le groupe AB, il était impossible de revenir vers C parce qu'on n'a pas de flèches qui viennent dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire que partant de A, on peut atteindre B, mais il est impossible d'atteindre C. D'accord? Donc c'est-à-dire que A et B font partie de la même classe, irréductible, et C forme une classe à part. Et donc en fait, ici, on a un exemple d'un graphe, ou au total d'une chaîne, puisqu'on a la matrice de transition aussi, d'une chaîne de Markov qui possède 3 classes irréductibles. Alors, oui, la réductibilité, c'est une propriété de classe. Donc, c'est-à-dire qu'une classe, c'est un ensemble d'états qui est caractérisé par une irréductibilité. Alors, on peut discuter maintenant la périodicité. Ah oui, alors, donc, ouais, la discussion finale, en fait, à faire évidemment avec la distribution stationnaire ou la distribution invariante. Mais il y a autant de distributions, existence ou bien unicité, plutôt à discuter ici. Unicité. Mais il y a autant de distributions stationnaires que le nombre de classes irréductibles dans la chaîne. Alors je discute ensuite de la périodicité. La période d'un état d'une chaîne de Markov. Là, on va avoir un souci avec la périodicité. Ce sera la limite quand n tend vers l'infini de q à la puissance n, où la limite n'existe pas. La période d d'un état d'une chaîne de Markov est définie comme étant le plus grand commun diviseur de l'ensemble des nombres n, tels que q à la puissance n de ii est non nul. C'est un peu compliqué comme définition, alors on va regarder plutôt sur base d'un exemple. Donc on va reprendre la chaîne dont on suspectait effectivement qu'elle était périodique et on va voir ce que ça implique. Et si on calcule q carré, ben c'est q fois q. Donc il faut refaire le calcul relativement simple de ce produit matriciel-là. Et là on obtient un q carré. Le résultat, on voit qu'en fait, c'est rien d'autre que la matrice identité. Est-ce que c'est logique? Bien sûr, c'est logique, parce qu'on sait que q carré est égal aussi à q2, et en 2 étapes, on sait que quand on part de l'état A, on a une probabilité unitaire de revenir à l'état A. Parce que si on part de là, on fait une étape, 2 étapes. Et donc la probabilité, elle est unitaire de revenir à l'état A. Et puis, à partir de là, ben, on voit évidemment que les choses vont se répéter, et donc en 3 étapes, on va récupérer la même chose que Q1. Et donc en fait, on voit que Q exposant 2K plus 1 est égal à Q, et Q exposant 2K est égal à Q carré. La matrice identité, si on veut. Pour tout K appartenant à N. Et donc, pour traduire la notion de périodicité, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder l'ensemble des états pour lesquels les éléments diagonaux ici sont non nuls. Vous voyez ici que là on a des zéros, là on a des zéros, donc je dois les rejeter et je dois conserver uniquement dans ma définition, je dois conserver uniquement ceux pour lesquels il existe au moins une valeur non nulle. Donc clairement le Q2 satisfait cette condition, on aura la même chose pour le Q4, on aura la même chose pour le Q puissance 6, etc. etc. Quel est le plus grand commun diviseur de tous les nombres pairs? Le plus grand commun diviseur de tous les nombres pairs, c'est d égale à 2. Et donc la périodicité de cette chaîne de Markov est égale à 2. Okay, bon, c'est un peu simple comme exemple ici. Vous retrouverez dans les exemples, dans les exercices du cours. Donc pour vous entraîner, vous avez quelques exercices. Vous retrouvez des exemples avec des chaînes dans lesquelles la périodicité, par exemple, est égale à 3.
Alors donc, si le nombre est plus grand ou égal à 2, on dit que la chaîne est périodique, et si par contre, si D est égal à 1, on dit que la chaîne est apériodique. D'accord? Donc si le plus grand commun diviseur est égal à 1, on dit que la chaîne était périodique, et c'est souvent ce qu'on a dans la plupart des cas, sauf quand on a évidemment une composante répétitive dans les phénomènes qu'on regarde. La périodicité, c'est une propriété de classe évidemment irréductible. Alors une définition supplémentaire, c'est qu'une chaîne de Markov qui est à espace d'état fini, 3 conditions, espace d'état fini, irréductible et apériodique, est dite ergodique. Ça, c'est une définition importante, probablement un mot que vous entendez pour la première fois. Ouais, si vous ne travaillez pas beaucoup avec les processus aléatoires, je ne suis pas sûr que vous allez en entendre parler encore beaucoup, mais vous allez voir dans un instant que cette propriété d'ergodicité, malgré tout, si même vous n'entendez pas beaucoup parler, bien en réalité, c'est une propriété qu'on utilise et qu'on exploite régulièrement quand on fait des expériences. Alors, je parle de récurrence maintenant. Après un certain laps de temps, l'état C n'est plus visité. On appelle ça un état transient. Okay, c'est juste pour être complet au niveau des définitions. Tous les autres états sont des états qu'on va appeler récurrents. Si on y passe une fois, la probabilité d'y revenir est non nulle. Donc une fois qu'on a quitté l'état C, on ne le visite plus. Donc une fois qu'on quitte l'état C, il est possible qu'on ne le visite plus. Par contre, tous les autres, quand on les quitte, il est possible d'y revenir. Quand on quitte A, on peut y revenir. Quand on quitte B, on peut y revenir. Pareil pour l'état D. Ok, c'est ce qu'on appelle des états récurrents. Ok, c'est un petit peu moins important pour ce qu'on veut faire ici. Alors, la distribution stationnaire d'un état transient est nécessairement nulle, fatalement, puisqu'on n'y revient jamais. Parce qu'après un moment donné, on n'y revient jamais, après un moment donné. Donc je regarde le cas limite quand n tend vers l'infini. Un processus qui n'a que des états transients n'admet pas de distribution invariante. Une chaîne, par conséquent, une chaîne de Markov à espace d'état fini ne peut pas avoir que des états transients. Bah oui, puisque si on est à espace d'état fini, il faut bien qu'on se trouve quelque part et qu'on continue de visiter un des états au minimum. Donc une chaîne de Markov à espace d'état fini possède au moins une distribution de probabilité stationnaire. Et on l'obtient comment ? On l'obtient en résolvant le problème pi s est égal à pi s fois q. Et il existe au moins un vecteur propre qui a du sens dans cette matrice. Il est associé à une valeur propre en fait unitaire. La distribution de probabilité stationnaire pi s, elle est unique si la chaîne est irréductible, et elle correspond aux lignes, toutes identiques, de la limite quand n tend vers l'infini de q puissance n, si la chaîne est ergodique, c'est-à-dire irréductible et apériodique, et à espace d'état fini, puisqu'on considère ici qu'il y a un espace d'état qui est fini, un nombre fini d'états visités. Donc là, on se trouve dans le cas typique de l'exemple 1. De la page précédente. Alors, l'ergodicité, je vais en discuter un petit peu plus. Quand la chaîne est irréductible, donc si la chaîne est irréductible, ça veut dire qu'au cours du temps, on va visiter tous les états de la classe irréductible qui nous intéresse. Ils sont tous connectés les uns aux autres. Et plus on attend, et pas spécialement, il n'y a pas de restriction. Donc on peut attendre, je veux dire simplement par là qu'on peut attendre aussi longtemps qu'on veut, et on n'aura pas de restriction sur le fait qu'un état est visité ou n'est plus visité. Et si la chaîne est apériodique, on n'a absolument aucune règle sur le fait que à tous les multiples d'un certain nombre entier, on ne visitera pas à coup sûr certains états, ou on ne reviendra pas vers certains états qu'on a visités après un multiple entier d'un certain nombre qu'on connaît. D'accord ? Donc dans ces cas-là, on dit que la chaîne, elle est ergodique. Alors, je donne un exemple. C'est un exemple ici d'une chaîne à 2, 4, 6, 7 états. Le graphe est représenté à gauche. La matrice de transition est représentée à droite. La distribution invariante, on l'obtient comme ceci. On peut la programmer et la calculer facilement soi-même. Vous pouvez calculer, comme je le disais tout à l'heure, les vecteurs propres de pi s est égal à pi s
fois Q. Vous pouvez calculer les vecteurs propres de ce système-là pour vous rendre compte que vous allez obtenir le vecteur suivant qui correspond à la distribution invariante, ou bien l'autre possibilité, c'est de le calculer comme étant pi infini. Donc de calculer Q à la puissance n avec n très très grand, et vous obtenez, pour chacune des lignes de la matrice, vous obtenez le même résultat, qui est ce fameux pi s. Alors, si on initialise la chaîne dans sa distribution stationnaire, dans sa distribution stationnaire, pi s, et qu'on simule des trajectoires, je donne un exemple ici de 4 trajectoires simulées. Voilà ce qu'on pourrait obtenir. Donc vous voyez qu'effectivement, on visite tous les états au cours du temps. Et alors, une chose qui est intéressante, c'est quoi? C'est que si j'avais simulé, non pas 4, mais si j'avais simulé beaucoup plus de réalisations, si je décide de faire des statistiques maintenant en un instant donné, sur les valeurs qui sont obtenues au niveau sur les endroits qui sont visités en un instant donné par la chaîne de Markov, voilà ce que j'obtiendrai. J'obtiendrai rien d'autre que la distribution stationnaire. C'est logique. Je vous ai dit que le pi 0, on l'avait initialisé selon la distribution stationnaire. Et pour une distribution stationnaire, pi 1 sera aussi égal à pi s. Pareil pour pi 2, pareil pour pi 3, pareil pour pi n. Donc quel que soit l'instant que je considère ici, si je fais des statistiques, mais je vais récupérer la même distribution stationnaire. Alors ce qui est intéressant avec un processus ergodique, c'est que si on fait maintenant les statistiques dans l'autre direction, on va obtenir exactement la même distribution. Et pour quelle raison? Parce que dès l'instant initial, il est important qu'elle soit initialisée dans sa distribution stationnaire. Dès l'instant initial, on a une probabilité ou une fonction de probabilité qui est stationnaire. Et donc dans ce cas-là, en fait, si on fait les statistiques sur base d'un seul échantillon suffisamment long, on va récupérer une distribution qui est exactement la même distribution. Et ça, c'est une propriété remarquable des processus ergodiques. Et dans la pratique, ça traduit quoi? Ça traduit le fait que si on fait une expérience aléatoire, eh bien, plutôt que de répéter une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, ou répéter un grand nombre de fois l'expérience, il suffit de faire une seule expérience aléatoire et de la laisser durer suffisamment longtemps pour pouvoir réaliser les statistiques qui nous intéressent. Ok, et donc en fait, ça veut dire qu'avec une réalisation qui serait idéale, qui serait suffisamment longue, on a suffisamment d'informations, on a autant d'informations que si on avait répété l'expérience aléatoire un grand nombre de fois. Alors ceci donc nécessite d'initialiser la chaîne de Markov ou le processus aléatoire dans sa distribution stationnaire à l'instant initial. Cela signifie donc qu'il est nécessaire que le processus qu'on étudie possède une distribution stationnaire. Okay, donc c'est pas le cas évidemment dans tous les exemples qui nous intéressent. Si je reviens à l'introduction, et c'est ça qui nous occupera de nouveau la semaine prochaine en transition. Si je reviens à l'introduction que j'avais faite ici, vous voyez que tous les processus qui sont représentés à droite ne sont pas instationnaires. Donc vouloir faire des statistiques dans le temps sur un processus ici ne nous donnera pas la même chose que de faire des statistiques à travers les échantillons dans l'autre direction. Okay, donc l'ergodicité n'est absolument pas un concept qui est d'application quand on a un processus instationnaire. Okay, donc les processus ergodiques forment un sous-ensemble des processus qui sont stationnaires.